ceux qui me rejoignent à 19 heures maintenant pour cette une œuvre. Et puis, un salut très amical à ceux qui verront cette présentation dans la tranquillité chez eux, à l'heure et le jour qui leur conviendront. Juste un tout petit mot sur une œuvre. Je ne vous cache pas que je souhaite garder le programme un peu flexible pour la bonne raison que nous sommes encore dans l'impact du Covid, des confinements. Et par exemple, l'exposition Alice Neal, dont nous allons parler ce soir, aurait dû être présentée il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Et puis, évidemment, ça n'a pas été possible qu'elle puisse venir du Metropolitan à New York où elle avait été montrée. De même, l'exposition sur Sickert, dont j'en parlerai la prochaine fois, le 19 décembre. Cette exposition est une exposition aussi dont les dates ont fluctué et je préfère effectivement profiter de la présence de ces expositions importantes à Paris et brancher d'une certaine manière une œuvre sur ces événements. Voilà. Alors, l'exposition s'est ouverte je ne sais plus très bien, c'est le 5 octobre, je crois, et elle se termine le 16 janvier ou quelque chose comme ça au Centre Pompidou. Alors, moi, je dois vous avouer très franchement qu'à force de courir après les avant-gardes de la peinture américaine du XXe siècle, j'avais complètement zappé Alice Neal, que je ne connaissais pas. Et donc, ça a été pour moi l'occasion d'une découverte. Vous avez vu, si vous regardez attentivement l'affiche que nous voyons là sur la gauche, vous verrez que la fondation Terra, vous savez, Daniel Terra était l'ambassadeur extraordinaire de Ronald Reagan pour les affaires culturelles. Très belle collection de peinture américaine, souci de promouvoir la peinture américaine un peu dans le monde entier, et donc une présence à un moment à Giverny, et puis finalement un abandon de Giverny où le site que la Fondation Terra avait créé a été repris par le Musée des Impressionnismes. Donc, c'est quand même des gens qui ont une activité majeure et des financements importants pour faire connaître l'art américain dans le monde. Le catalogue a le même portrait dont nous allons reparler un petit peu plus tard en couverture, donc je ne l'ai pas reproduit ici. Par contre, Connaissance des Arts a fait un numéro hors série qui, je trouve, est tout à fait remarquable pour ceux d'entre vous qui trouvent que l'accumulation des catalogues finit par devenir un peu lourde. Alors, elle est née le 28 janvier 1900 et elle est morte le 13 octobre 1984. Elle est venue d'un État de la côte Est, mais relativement rural, en dépit de quelques villes importantes comme Philadelphie et Pittsburgh, qui est la Pennsylvanie, et elle a passé la plus grande partie de sa vie à New York, en changeant de quartier dans New York. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors voilà un tableau French Girl de 1920 qu'on pourrait pratiquement, probablement attribuer à un des membres de ce qu'on appelle the Ashcan School, c'est-à-dire l'école de la poubelle, on va en reparler dans un instant. Les gens qui ont trouvé que d'une certaine manière, l'impressionnisme embellissait peut-être un peu trop le monde et qu'il fallait revenir à une peinture moins soucieuse de médium et de touche, et peut-être plus de sujets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a regardé ensemble très récemment Rosa Bonheur, j'ai expliqué justement que Rosa Bonheur était un peu en délicatesse avec les impressionnistes parce qu'elle trouvait qu'ils mettaient trop en avant la technique et la manière de faire et pas assez le sujet. Alors, bon, quelques éléments de biographie qui sont donnés là en anglais parce que Alice Neal a été très peu traitée en France. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir été victime du miroir aux alouettes de la modernité et des avant-gardes. Quelqu'un qui a eu une vie affective et personnelle un peu difficile, hein, par exemple, un de ses compagnons de route, un marin qui aimait un peu trop l'opium, a quand même détruit au couteau et brûlé 300 de ses œuvres. Et puis, de manière assez tragique, sa première fille est morte de diphtérie dans l'enfance. Et à la suite de cela, son mari cubain, qui était le père de cet enfant,
l'a désertée en emmenant avec lui, à Cuba, leur deuxième fille. Donc la vie personnelle et affective a été assez bousculée, on va le voir. Voilà ce Cubain, Carlos Enriquez, peint par elle en 1926, qui est le père de ses deux filles, et qui, quand la première meurt à quelques mois, emmène la seconde à Cuba pour qu'elle soit élevée par sa famille à lui, laissant effectivement Alice Neal dans un grand vide psychologique et dans une grande incertitude psychologique. Et donc, évidemment, complètement bousculé par cette perte, la perte de la fille, puis la perte de cette deuxième fille qui était partie avec son père. Neal a souffert d'une dépression nerveuse très forte. Elle a fait de nombreuses tentatives de suicide et elle a passé 1 an en hôpital psychiatrique. Ce qui peut probablement, expliquer chez Neal cette fascination, je dirais obsession, fascination pour les gens simples et pour les gens bousculés, pour les gens en situation difficile. Probablement reconnaît-elle chez ces gens quelque chose de ses propres drames. Elle a rencontré à nouveau quelqu'un qui venait du monde, disons, hispanophone, José Santiago Negrón, que vous voyez ici avec elle dans l'intimité de leur relation. Et il a été le père d'un fils qui s'appelle Richard, que vous voyez là. Mais il est dans les bras, là ici, Richard, son premier fils, le premier fils d'Alice Neal, dans les bras d'un homme qu'elle a rencontré après le père de Richard, Sam Brady, intellectuel, mais intellectuel un peu tendu, et qui entretenait avec ce beau-fils, en quelque sorte, des relations assez difficiles. Alice Neal étant un peu inquiète d'une sorte de violence dont Sam Brady faisait preuve à propos de Richard, et je trouve là aussi que la représentation de la relation entre le beau-père et le garçon est assez extraordinaire. La tension du visage du beau-père et puis la manière dont elle, de manière à la fois assez simple, mais quand même, je trouve, assez émouvante, elle suggère cette atmosphère de tension, de violence affective par ces lignes bousculées, se traversant les unes les autres, se chevauchant, enfin voilà. Bon. Alors voilà Richard, l'enfant donc de cette deuxième présence hispanique dans sa vie et objet d'une relation avec Sam Brady un peu problématique à l'âge de 5 ans. Je trouve moi encore une fois qui ne connaissais pas Alice Neal, je suis assez touché. Alors on peut peut-être se dire, tiens, quand même, c'est un peu simple, un peu... Oui, mais je trouve que quand on prend un peu de temps pour regarder, c'est un peu, si vous voulez, comme les animaux de Rosa Bonheur dont on parlait l'autre jour, je trouve qu'il y a une qualité d'attention qui force au bout d'un moment le respect. On peut passer très vite, hein, mais je pense que si on fait l'effort de donner un peu de temps, le tableau rend en émotion. C'est ce fameux Richard qu'elle peint ici en 1963, jeune homme, à une période un peu difficile de recherche d'orientation universitaire, puis de vie professionnelle. Et je trouve personnellement qu'il y a, en particulier dans la qualité du regard, quelque chose qui traduit, il y a une volonté d'Alice Neal de rendre compte de la perturbation des autres. Peut-être y trouve-t-elle en miroir l'image de sa propre perturbation. Mais il y a une grande capacité d'observation et de respect pour cela. Et ça, c'est le fils qu'elle a eu de Sam Brady, celui qui persécutait un peu Richard, qu'elle représente ici en 1966. Là aussi, il y a toujours, je trouve, chez Neal, en particulier vis-à-vis des gens qui sont proches d'elle, une volonté
de donner à voir des périodes d'hésitation, d'incertitude, de doute. Et les poses qu'elle adopte sont voilà, les bras levés comme ça et rapportés derrière la tête. Enfin, je trouve qu'il y a une qualité d'observation de la… Alors, ce ne sont pas des grandes violences, mais il y a un élément de doute, de quête de soi-même, finalement, dont il me semble, elle rend compte de façon très… Enfin, qui, moi, en tout cas, me touche. Voilà. Et c'est le même Hartley qu'on retrouve ici avec un chat en 1967. Là aussi, dans une posture qui est beaucoup plus détendue, mais il y a toujours un peu une fixité dans le regard qui interpelle et qui interroge. Alors, cette image un peu étonnante de 1930 de la Madone dégénérée, voilà, avec en plus le reflet dans un espèce de miroir déformant et allongeant de la tête devenue presque problématique de l'enfant, et puis cet ensemble sur fond rouge, mais cet ensemble très blanc et noir, très froid, ce sein au téton un peu difforme, alors que l'autre sein est tout petit. Et voilà, enfin bon, il y a Madone dégénérée. Est-ce que c'est une sorte d'autoportrait qui n'ose pas dire son nom et qui n'ose pas s'avouer et qui pose la question de ce rapport à ses enfants, cette première fille morte si vite, cette deuxième fille disparue à Cuba, ce premier garçon objet d'une relation pas facile de la part de l'homme qui est entré dans sa vie, et puis cet autre, oui c'est ça, et puis cet homme qui un petit peu persécute ce premier garçon, qui est en même temps le père de son second. Enfin, c'est un réseau affectif qui est peut-être finalement pas si rare et pas si différent que ça d'autres, mais qui pose des problèmes qu'elle aborde, je trouve, dans sa peinture de façon assez nette. Alors, elle est obstinément figurative. Hein. Elle est la contemporaine de Pollock et elle restera complètement attachée à la lisibilité des choses. Hein. Voilà, ici, c'est une sorte de nature morte intérieure de 66. Elle est aussi, évidemment, si elle est la contemporaine de Pollock, elle est la contemporaine de Rothko, et elle fait ces représentations d'objets et de choses du quotidien assez simples, auxquelles elle donne une légèreté. Il y a une volonté de ne pas tout travailler, de ne pas tout remplir, de suggérer des zones de couleurs qui viennent contraster avec, voilà, et puis à la fois une capacité d'invention de forme de la plante verte et en même temps une fragilité, probablement. Et puis, elle est contemporaine de Warhol, et donc elle est contemporaine du pop art, et elle n'a absolument pas la même systématisation critique, parce qu'au fond, le pop art, c'est une manière de systématiser afin de critiquer tout ce qui est les images publicitaires, etc. Et elle a un vrai respect pour les objets, pour la nature morte, cet art qui permet au sujet de s'investir dans des objets, d'ôter aux choses leur quiddité de choses, en quelque sorte, et puis d'en faire des objets qui comptent dans la vie quotidienne et à travers le choix desquels le sujet se définit. Alors, Warhol, regardez quand même, évidemment, elle va faire ce portrait assez étonnant de lui à un moment où il est extrêmement fragilisé physiquement, 2 ans après la tentative d'assassinat de Valérie Solanas, jeune femme mentalement problématique, qui a cru que Warhol lui avait volé un manuscrit et qu'il essayait d'en tirer quelque chose avec un éditeur français à l'époque, et donc elle l'a agressé, l'a poignardé tout simplement, et vous voyez qu'à l'endroit de l'abdomen, il porte une protection assez visible et assez importante, et le corps est quand même visiblement blessé, fatigué, et donc, si vous voulez, ce n'est pas par ignorance qu'elle
qu'elle ne travaille pas comme un Warhol, qu'elle ne travaille pas comme un Pollock, qu'elle ne travaille pas comme un Rothko, c'est parce qu'elle choisit une autre manière de rendre compte du monde à travers sa peinture. Hein, voilà. Alors, c'est une New-Yorkaise. C'est une New-Yorkaise qui, je trouve, va donner… Alors, bon, John Sloan, qui appartient à la Ashcan School dont on a parlé tout à l'heure, ces gens qui ont trouvé que l'impressionnisme embellissait un peu trop le monde et qu'il fallait revenir à une vision plus quotidienne, plus réelle, plus réaliste des choses. Et vous voyez, dans sa vision à elle, le moins qu'on puisse dire, c'est que New York n'est pas le lieu de la joie, de la fête, du surgissement des gratte-ciel. On a ici, évidemment, au premier plan, le Flatiron, et puis derrière, au fond, on a à la fois le Woolworth, probablement, et le Singer. Bon, mais on sent que c'est une ville qui, quand même, pas très rempli, mais qui vit, qui circule, le métro. Et là, on va retrouver le métro aérien, puisque la station est sur la droite. On voit un train qui est en train probablement ou d'arriver ou de partir là sous le premier pont métallique. Et quand même, c'est assez vide. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son rapport à New York est un rapport… Alors, il faut probablement aussi regarder la date. C'est quelqu'un que… l'épreuve de la Grande Dépression a fait basculer dans une conscience sociale extrêmement forte et dans un engagement politique de gauche assez radical. Et peut-être qu'effectivement ici, décor semblable à l'âme de l'acteur, comme dirait Baudelaire, elle insiste sur la manière dont la ville, si vous voulez, met au défi l'individu d'y survivre plutôt que de lui offrir un lieu hospitalier, accessible, etc. Hein. Là aussi, 17e rue, 1935, on ne peut pas dire que tout ça reflète une joie de vivre réelle. Hein. Elle semble témoigner de la difficulté à vivre du monde, dans ce monde, effectivement, de la crise de 35, qui n'a pas encore, enfin, qui est à peine en train de trouver des solutions avec le New Deal rooseveltien. Et puis, si vous regardez attentivement, vous vous apercevez quand même que le magasin est à louer, que les appartements sont à louer aussi, et que même s'il y a un très beau bouquet de fleurs à droite, visiblement, la vie n'a pas la trépidation, la créativité, le mouvement qu'on associe naturellement avec New York. Et puis là, vous avez un longshoreman, un docker. Hein. Alors, quel est le docker? Je ne suis pas très sûr, mais à mon avis, c'est peut-être l'homme à droite. Vous avez un docker qui rentre à la maison et quand vous regardez attentivement, vous vous apercevez que, bien sûr, il y a une prédominance des couleurs froides, hein, ce bleu-gris hivernal, et puis cette façon qu'elle a de montrer toutes les fenêtres d'une certaine façon aveugles dans le décor à gauche, et puis des personnages qui semblent, même s'ils sont en train de marcher les uns à côté des autres, relativement isolés. Et au-delà de la voie du L, de l'elevated, donc le métro aérien, vous avez des façades d'usines qui sont sans aucune ouverture et qui semblent résister à toute tentative d'un contact oculaire, d'une relation quelle qu'elle soit. Et alors, elle a réalisé en 1933 ce tableau qu'elle appelle Synthèse de New York, la Grande Dépression. Et on retrouve exactement les mêmes éléments que dans les toiles qu'on a regardées jusque-là. Mais si on grossit en particulier le groupe de personnages qui est plutôt vers le bas de la toile, et si on regarde attentivement, on s'aperçoit que tous les personnages sont réduits à des crânes, et à des crânes de mort. Et donc, il y a une dénonciation quand même là très forte de cette mise à mort de la société par la crise financière de 29, qui, je crois, est pour elle absolument essentielle. Et en haut, vous avez de manière un peu ironique ces mannequins qui semblent s'envoler, comme si finalement ces supports de consommation s'envolaient de manière à la fois irréelle et ironique dans un univers où
où ils n'ont plus de place, ou en tout cas, les gens réels ne peuvent plus avoir accès à eux et ne peuvent plus correspondre à ce qu'ils représentent et à ce à quoi ils servent. Hein. Le marché à poissons n'est pas d'une gaieté folle, c'est plus tardif, on est dans 1947, on a traversé, grâce au New Deal, la crise, on a également traversé la Deuxième Guerre mondiale, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on reste dans un monde qui est un monde quand même assez froid, sordide serait peut-être un mot trop fort, mais voilà, on ne respire pas du tout la gaieté, la vitalité, le rythme saccadé, presque musical de la vie new-yorkaise n'apparaît pas du tout ici. Et ça continue effectivement avec en plus la représentation de l'éviscération d'un poisson qui n'est peut-être pas totalement là par hasard dans cette représentation de présence juxtaposée et véhiculant une sorte de tristesse. Voilà. Alors, on n'est pas dans quelque chose de très gai. On revient à John Sloan, qu'on avait vu tout à l'heure, et vous voyez qu'au contraire, ici, vous avez un New York assez vivant, assez vibrant, avec une présence très, très forte des femmes, qui sont des garçonnes, hein, le chapeau-cloche, la robe bien au-dessus du genou, et puis le fait que ce sont des femmes qui sortent entre elles et qui n'ont pas besoin de chaperons de femmes plus âgées ou de présence masculine pour justifier leur être ensemble et leur promenade dans la ville. Là aussi, bon, elle a été au départ dans le monde qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'elle a été dans le monde de Greenwich Village, qui est traditionnellement à New York, le monde des intellectuels et des artistes. Et puis, sa relation avec des personnages d'origine, avec des hommes d'origine espagnole, enfin hispanique, espagnol est idiot, c'est hispanique plutôt, Cuba ou d'autres, évidemment, pays d'Amérique latine, dont les ancêtres ou les parents s'étaient installés à New York. Elle a commencé à dériver depuis Greenwich Village, à la fois vers le nord, alors qu'elle était plutôt vers le sud de Manhattan, et vers l'est, alors qu'elle était plutôt vers l'ouest de Manhattan. Et vous avez ici un bâtiment à Harlem. Alors, elle dit, hein, je t'aime, Harlem, j'aime ta vie avec tes femmes enceintes, tes files de gens qui viennent chercher du secours devant les banques, quel trésor de bonté et quel désordre vivant de la vie. Hein, c'est ça, hein, c'est shambles, c'est le désordre, mais dont on voit bien ici qu'il est très fortement connoté par la présence de life devant, en position déterminante devant, et donc il s'agit d'un désordre qui, parce qu'il est désordonné, finalement, est vivant. Et c'est ça qu'elle aime dans Harlem. Et vous avez donc ces couchers, alors en plus, dans Harlem, bien sûr, en tant que femme caucasienne, elle ne peut pas vraiment résider dans la partie africaine-américaine de Harlem, mais elle choisit de s'installer à cause, encore une fois, des origines culturelles et sociales des hommes qui partagent sa vie à différents moments, dans ce qu'on appelle le Harlem espagnol. Hein, on y reviendra dans un instant. Et vous voyez à quel point son approche... alors, il y a à la fois, bien sûr, des escaliers d'évacuation en cas d'incendie, typiques de New York et des maisons, des high-rises new-yorkais, mais en même temps, il y a il y a quand même une certaine gaieté par les couleurs bleues, rouges, roses, mouvement des nuages. Ce n'est pas du tout la même rigueur géométrique implacable qu'on trouvera chez les précisionnistes comme Charles Sheila. Vous savez, Charles Sheila était quelqu'un qui avait beaucoup pratiqué la photographie avec un personnage dont le nom va me manquer maintenant, mais qui était le mari de Georgia O'Keeffe, dont on reparlera dans un instant. Et effectivement, on a ici, chez Charles Sheeler, une approche du gratte-ciel qui est quand même un tout petit peu différente. Il y a une rigidité linéaire qui n'est pas tout à fait chez elle. Encore une fois, le côté un peu déhanché de l'escalier avec ses saillants et ses rentrants donne une impression de mouvement que le Schiller, bien sûr, n'a pas. Hein. Par contre, évidemment, elle parle de ces fameux fire escapes, hein, qui là deviennent alors plutôt un peu métalliques et emprisonnants. Autant tout à l'heure, leur mouvement suggérait quelque chose d'un peu jazzy, autant là, au contraire, je trouve que l'enfermement par le métal est assez fort. Un peu moins ici à cause des
des jeux de linge, des jeux de couleurs en plus, et de quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. C'est cet univers, bien sûr, qui sera utilisé par Leonard Bernstein et puis ensuite Robert Wise, le metteur en scène, dans les scènes effectivement de fire escapes, d'échelle, enfin d'escalier extérieur d'incendie, dans le West Side Story, bien sûr. Hein. J'aime beaucoup ça, Windows. Et alors, j'aime pas mal les ombres portées. Il y a une espèce de rigueur géométrique, ce parallélisme. Bon, voilà. Et puis, tout d'un coup, il y a ces ombres portées qui apparaissent en bas. Et là aussi, il est possible dans Spanish Harlem de trouver probablement des maisons individuelles devant, par ailleurs, des gazomètres hein, qu'on voit à l'arrière, bien sûr. Donc, il y a une combinaison de l'industriel un peu écrasant, un peu lourd, peut-être même un peu polluant, avec quand même un lieu domestique qui n'est pas... Alors, les fenêtres, là aussi, sont un peu aveugles, un peu noires, mais quand même, la couleur bleue donne une sorte de charme à l'endroit. Hein. Ça, c'est plus dur. Hein. On a l'impression de retrouver la géométrie des gratte-ciel de, 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 de Schiller. Hein. Schiller, oui, dont j'ai retrouvé le nom de la personne qui a formé Schiller et qui l'a inspiré, c'est Alfred Stieglitz, bien sûr, le grand spécialiste de la modernité de la poésie, le compagnon de vie de Georgia O'Keeffe pendant une grande partie de sa vie. Et on a quelque chose d'un tout petit peu à l'arrière, là, de la rigidité de Schiller, inspiré par le regard photographique de Stieglitz. Et puis, il y a cette blancheur très froide, très neutre, sur laquelle il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Alors, il y a une légère rupture de la géométrie avec le nuage ou la fumée qui apparaît dans le haut, mais c'est quand même très blanc et très... Et ça dit quand même l'absence, ou en tout cas la difficulté à la présence pour les humains qui sont réduits à ces petites traces noires qu'on voit le long des trottoirs en bas à droite, mais qui ne semblent pas capables de laisser une trace témoignant de leur présence sur la neige, effectivement, des toits. Et ça qui s'appelle Evening et dont je n'ai pas réussi à retrouver la date et qui est une aquarelle, tout simplement. Et les bancs vides, l'espèce d'arc de cercle, les deux personnages à peine dessinés qui apparaissent au milieu des arbres morts, traduisent chez Neil quand même une sorte de capacité à regarder la fragilité, peut-être plus encore l'isolement que la solitude, le mutisme plus que le silence, enfin des choses qui sont quand même assez douloureuses. Et je trouve qu'elle arrive à trouver pour ces images, pour ces douleurs, des équivalents visuels que personnellement je trouve assez parlants et assez bouleversants. Spanish Harlem, donc, qui va devenir son lieu de vie. Regardez bien quand même, ça ne manque pas de charme avec cette colonne, mais en même temps, les deux personnages que vous voyez à droite ont quand même des yeux un peu exorbités hein, et semblent assez juxtaposés, l'une par rapport à l'autre, l'autre par rapport à l'une. Hein. Alors, Spanish Harlem, donc, c'est ce qui est ici en haut à droite, entre en gros la 96e rue et puis la 125e rue. C'est situé bien sûr sur ce qu'on appelle East River. Vous savez qu'à l'ouest de Manhattan, vous avez l'Hudson, à l'est de Manhattan, vous avez la Harlem River, et qui devient effectivement, en remontant vers le nord de Manhattan, East River, à la hauteur en particulier de Spanish Harlem. Et c'est vrai que il n'y a pas dans la ville d'Alice Neal, il n'y a pas le côté peut-être un peu artificiellement brillant, mais très fait électrique qu'on trouve par exemple dans un certain nombre de scènes nocturnes de Georgia O'Keeffe, comme ce Radiator Building où elle habitait avec Stieglitz justement en 1929. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et elle a dit, elle, très clairement, et ça vous fera penser à une ombre qu'on a vue tout à l'heure, ce coin de la 107e rue et de Broadway, qui est donc plutôt là vers un peu l'ouest, hein, elle se déplace dans le nord de Harlem. Hein. Et là, vous avez à nouveau une ombre,
Et elle a dit que pour elle, cette ombre portée, c'était l'ombre de la mort. On est en 76, elle mourra en 80. Et effectivement, il y a quelque chose de… Voilà. Bon, est-ce que c'est la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le psaume? Probablement pas. Mais il y a une sorte de côté un peu sombre qui vient se plaquer sur le quotidien, qui vient se projeter sur le quotidien. Et c'est peut-être pas tellement sombre, d'ailleurs, le mot est peut-être pas le plus juste, c'est peut-être quelque chose d'un peu froid, hein, ce bleu-gris un peu froid qui introduit dans cet univers, dont je pense on avait déjà probablement vu les fenêtres tout à l'heure par groupe de deux. Voilà, il y a cette sorte de côté un peu glacial de l'ombre qui est un peu terrifiant. Et puis, ces lieux destinés dans la ville à être des lieux de rencontre, à être des lieux de conversation, à être des lieux de boissons partagées, et puis donc un lobby de cinéma, une sorte de salon, de foyer de cinéma, hein, qui apparaît étonnamment silencieux et pas complètement vide, mais les deux présences uniques dans ce lieu finissent par renforcer justement le sentiment de vacuité. Et puis ces grandes lignes parallèles, ces fleurs un peu artificielles à l'arrière qui disent une nature copiée plutôt que présente, hein. Et puis voilà, encore une fois, ces lignes parallèles d'une géométrie un peu froide, un peu monotone, un peu répétitive, et que la présence des deux jeunes femmes, couleur des cheveux différentes, couleur de robe différente, n'arrive pas quand même à faire bouger, hein. Et donc, on arrive effectivement ici à Central Park. Alors, vous le savez, Central Park, c'est quand même le grand lieu naturel et festif où les gens… Alors, bon, est-ce qu'en 1959, il n'y avait probablement pas encore de skateboard, mais il y avait quand même des patins à roulettes, il y avait, bon, et puis on peut jouer au football, on peut jouer au tennis, on peut faire de la bicyclette, on peut, voilà. Et elle choisit de représenter un endroit rocheux, il y en a dans Central Park, hein, quand évidemment les créateurs de Central Park ont voulu isoler un rectangle au milieu de la ville pour y préserver un espace naturel. Les rochers de granit qui étaient là, on ne les a pas rasés, on les a laissés tels quels, puisque c'était pratiquement le seul endroit dans la ville, enfin dans Manhattan, où où la nature pouvait être présente. Mais vous voyez, elle choisit un endroit. Alors oui, il y a probablement deux présences en bas à droite, au pied d'un réverbère, mais à peine visibles, et qui ne traduisent pas une manière heureuse d'habiter ce lieu, et la violence massive et froide des pierres, le fait qu'elle choisit une fois de plus une saison qui est l'hiver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres, même si on voit un peu de vert dans l'arrière-plan à droite, mais qui est plutôt du vert de plantes ou d'herbes. Tout ça crée un sentiment effectivement de déréliction et d'abandon qui fait que même Central Park, qui dans New York est un lieu normalement de recréation, de récréation, finit par ne plus être tout à fait ce à quoi nous l'associons. Là aussi, sur Harlem River, à Sedgwick Avenue, qui est dans le nord de la partie est de Manhattan, sur Harlem River, c'est quand même, là aussi, extrêmement ce vert très froid, et puis c'est gris, et puis quand même, là, pratiquement, j'ai eu beau chercher, je n'arrive pas à trouver de présence humaine. Donc, c'est vraiment une sorte de grand décor de théâtre vide, peut-être en haut, sur la droite, mais moi je crois que c'est plutôt des ouvertures de portes que des suggestions de présence. Et donc il y a une volonté de ne pas détourner le regard de cette vacuité et de finalement ce décor qui, à force de n'être habité par aucun acteur, finit par devenir assez paralysant et inquiétant. Et puis, quand
quand elle va voir, là on est au bord de l'Hudson plutôt, hein, et, et là aussi, d'abord, pas de présence, pas de mouvement, sinon quelques ondulations du grand reflet du soleil dans le fleuve. C'est assez étonnant parce qu'on a presque le sentiment que ces grandes zones horizontales superposées en parallèle les unes par rapport aux autres et puis traversées d'un seul geste jaune ici avec quelques efflorescences. Il y a un petit côté aussi géométrie de zones juxtaposées chez un Rothko, par exemple. Hein. Et on est, mais en tout cas, là, il y a aussi, à nouveau, un sentiment de soleil qui n'arrive pas à être chaud, vraiment. C'est un soleil qui reste, je suis désolé, même en dépit du reflet, c'est quand même un soleil qui, pour moi, reste froid, en partie à cause de la gamme de couleurs qu'elle choisit pour ce qui n'est pas le soleil et qui finit presque par enfermer le soleil dans un jaune qui ne réchauffe pas et qui, voilà. Et puis, cette absence quand même très, très forte. Voilà, alors Spanish Harlem, quand même, c'est le lieu pour elle de ce qu'on appelle aux États-Unis muckraking. Muckraking, c'est le journalisme d'investigation qui va commencer à apparaître aux États-Unis à la fin du 19e siècle et se développer au début du 20e siècle, au cours de magazines comme Close, par exemple, avec des gens comme Ida Tarbell qui va démonter le mécanisme de fonctionnement de la société Rockefeller et de la Standard Oil. Un Ray Stannard Baker qui va s'occuper du lynchage, par exemple. Enfin, des gens qui vont soit dans le domaine économique, soit dans le domaine social, soit dans le domaine des relations entre les communautés raciales présentes dans la société américaine, qui vont aller chercher les racines de problématiques sociales graves et mettre en lumière effectivement des responsabilités, des culpabilités, etc. C'est ça le muckraking. Et elle va un peu faire ça en peinture. Par exemple, ici, vous avez une séance de travail de ce qu'on appelle la Russell Sage Foundation. Alors, Russell Sage fait partie de ces milliardaires à préoccupation sociale très forte, hein, impact net de la réforme. Il est normal que je sois riche puisque j'ai contribué par mon inventivité entrepreneuriale à l'œuvre créatrice que Dieu s'était retenu de conduire à sa perfection pour que moi, je puisse y participer par mon travail. Et en même temps, parce que pour devenir l'homme riche que je suis, et bon, j'ai eu la collaboration d'un certain nombre de gens, il faut que ces gens soient aidés. Donc, il crée une fondation en 1907 qui s'occupe des gens qui sont en difficulté. Et alors, évidemment, en 1933, la difficulté est d'autant plus forte. En fait, ce n'est pas lui qui a créé, c'est sa femme, Margaret Olivia Sage, qui, en souvenir de lui, Russell Sage, a créé en 1907 cette fondation. Et c'est vrai que cette fondation n'est jamais aussi utile et jamais aussi interpellée que par la situation du chômage de masse et des difficultés, bien sûr, du monde ouvrier américain suite à la crise de 29. Et là, vous avez évidemment des gens qui sont les membres probablement de la fondation, peut-être même le conseil d'administration, ou les gens en tout cas qui vont au contact des gens en position difficile. Vous avez à l'arrière, avec un col romain, un ecclésiastique probablement épiscopalien, c'est-à-dire la version anglicane, la version américaine de l'anglicanisme, et puis vous avez des gens en cravate, etc. Et puis d'autres, au contraire, qui sont là et qui attendent peut-être que leur situation, ils puissent exposer leur situation et que cette situation soit discutée pour déboucher sur des formes d'aide. Et vous avez une présence féminine, à mon avis, qui est effondrée, probablement en pleurs, devant les difficultés de sa situation. Le tout dans un espace assez austère, assez nu, assez froid, voilà. Mais au moins, cette femme peut trouver des oreilles pour l'écouter et va peut-être pouvoir accéder à une solution. Voilà le tableau et on voit très bien l'ecclésiastique derrière, les personnages qui sont évidemment, qui viennent aider. Hein, voilà. Et j'aime beaucoup ce dessin de cette
Alors, Bleecker Street, c'est pas le Spanish Harlem, c'est au contraire le sud, c'est plus près de Greenwich Village. C'est pas exactement Greenwich Village, c'est un peu plus au sud, c'est un peu plus, là aussi, prolétarien, mais j'aime beaucoup ce dessin. Et alors, il ne faut pas oublier qu'elle peint ces choses-là en 32-33, quand on avait vidé le grand réservoir de Central Park et qu'on avait transformé ce réservoir en une sorte de succession de taudis pour permettre à des gens qui n'avaient plus les moyens de payer leur loyer ou qui avaient été donc expulsés de leur appartement, de pouvoir trouver dans le grand réservoir vidé de Central Park un lieu où construire un vague abri et pouvoir habiter. Et Kenneth Spearing, c'était quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, qui était on l'a oublié maintenant, mais c'était un jeune poète et romancier qui, en pleine période de la crise, puisque là, ça date de 1935, écrivait une poésie de combat centrée sur la crise, et puis écrivait aussi des romans, et il utilisait le vocabulaire du commerce, le vocabulaire de l'industrie pour le subvertir et décrire de manière ironique la situation tragique de la société dans laquelle il se trouvait à New York. D'ailleurs, si vous grossissez un tout petit peu la partie basse du tableau, vous voyez bien qu'on est à nouveau dans des gens qui n'ont d'autre visage que des crânes de mort, qu'on est dans des mariages de personnes de la haute société qui sont obligées de regarder effectivement la misère des autres avec peut-être par terre quelqu'un qui a été blessé, agressé ou peut-être qui s'est suicidé, quelqu'un qui a perdu une jambe derrière les mariés, un enfant probablement abandonné, et puis cette idée que sur la chemise de Kenneth Spearing, vous voyez ce squelette avec ce grand drap rouge qui parle peut-être de la façon dont la mort et la violence sont présentes dans le cœur de Kenneth Spearing et le conduisent effectivement à la création poétique et littéraire qui a été la sienne. Alors, Pat Wallen, elle a été très, très liée au Parti communiste américain. Parti communiste américain qui n'a jamais été aussi puissant que dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, et puis ensuite, évidemment, au moment de la crise. Et là, vous avez un grand leader, à la fois syndicaliste et communiste américain, qui s'appelait Pat Whalen, et vous savez qu'il est communiste parce que vous avez effectivement, il a les poings serrés sur un exemplaire du journal qui s'appelle le Daily Worker, qui était le journal, le quotidien du Parti communiste américain, et puis qu'on annonce effectivement des grèves dans l'acier, dans le charbon, et Pat Whalen était un leader syndicaliste communiste, organisateur de grèves et très, très en vue pour les mouvements sociaux américains de l'époque. Et puis Mother Blur, au contraire, c'était une femme, alors là on est évidemment assez longtemps après la crise, 18 ans, mais Mother Blur, c'est une femme qui a effectivement beaucoup travaillé au contact des victimes de la crise et qui a beaucoup fait pour aider les victimes de la crise dans le domaine du logement, dans le domaine de l'alimentation, de l'habillement, etc. Et vous voyez que en fait, c'est sa dépouille mortelle qui est présentée ici. Vous avez dans l'axe évidemment central, comme par hasard, une présence d'un Africain-Américain. Et puis, si vous regardez attentivement la gerbe qui a été déposée derrière le cercueil ouvert de Mother Blur, vous avez sur cette gerbe de fleurs un ruban qui vous signale effectivement que ça a été donné par le Parti communiste, et dont elle était bien sûr une des membres féminines les plus actives à l'époque à New York. Et puis, vous avez toujours dans le muckraking, évidemment, cette dénonciation du fait qu'en 1936, eh bien, on sait à New York que les nazis, effectivement, assassinent les juifs. Et vous voyez qu'il y a incontestablement de sa part une prise de position très radicale, puisque derrière, vous avez des drapeaux d'oriflammes qui
correspondent évidemment au Parti communiste américain. Et puis au premier plan, vous avez ces gens qui viennent dénoncer la façon dont les nazis, effectivement, assassinent les juifs. Alors là aussi, Mike Gold, dont le vrai nom est Itzhak Isaac Granish, qui est un juif exilé aux États-Unis et qui a pris le pseudonyme de Mike Gold. Lui, c'est plutôt effectivement à la fois un analyste intellectuel et un militant, hein, mais c'est quelqu'un pour qui elle avait beaucoup de respect, dont elle a été très proche pendant les nombreuses années où elle a été une compagne de route du Parti communiste. Et vous voyez à nouveau ici cette allusion aux masses, hein, qui apparaît sur le portrait. Et puis, vous avez cette toile un peu caricaturale, hein, qui représente évidemment trois personnages. Je suppose qu'au premier plan à gauche, il s'agit je ne suis pas sûr, je pense qu'au premier plan à gauche, il s'agit de John Foster Dulles, le secrétaire d'État. Derrière, chauve, à mon avis, il s'agit de Eisenhower. Et puis, le personnage qui tient le monde de la cellule et qui a ces espèces de cornes diaboliques sur la tête, je pense qu'il s'agit bien sûr de McCarthy. Et on ne peut pas dire qu'elle dissimule évidemment ses sympathies, ses préoccupations, avec l'emplacement évidemment de l'isthme de Panama, une trace de sang qui rappelle la mainmise à l'époque des États-Unis sur l'Amérique centrale et l'Amérique latine en général. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on est dans une caricature, attaque d'une virulence assez remarquable contre trois des personnalités les plus présentes à l'époque, le président, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères John Foster Dulles, et puis les campagnes de McCarthy contre tout ce qui pourrait éventuellement ressembler à. Ici, Art Shields, qui est aussi un très grand leader du Parti communiste américain. Et là, vous voyez que autant son rapport à ce qui représente pour elle ce qu'on pourrait appeler une sorte de fascisme, bon, et son rapport est un rapport caricatural et dénonciateur, autant par rapport aux militants du Parti communiste américain dont elle a été proche, elle signale leur sorte de noblesse, pas tant une beauté physique esthétique que véritablement une force de présence, une puissance, voilà. Hein. Et là, vous avez le personnage qui sert pour l'affiche de l'exposition et pour la couverture du catalogue, et qui montre bien aussi qu'elle sait évoluer. Hein. Elle ne reste pas simplement une communiste, entre guillemets, traditionnelle, mais quand cette femme, Irène Pestillis, commence à associer communisme et féminisme en disant qu'après tout, le prolétariat, c'est bien sûr le prolétariat ouvrier, mais qu'il y a peut-être une situation prolétarisée des femmes dans la société américaine qui peut se lire de manière convaincante par une lecture marxiste de exploitant, exploité, etc. En 1972, elle n'est plus simplement disons, la représentante officielle du Parti communiste, mais elle voit des choses, bien sûr. Hein. Regardez, en 1936, ces hommes derrière les barreaux, et puis toujours, alors évidemment, cette idée terrible. Willie McGee, vous savez, c'est quelqu'un qui, en 1950, a été évidemment pendu parce qu'il était accusé d'avoir violé une femme blanche, ce qu'il n'a pas fait. La statue de Benjamin Franklin est très ironique derrière pour rappeler comment l'Amérique a trahi les idéaux des Lumières et des idéaux d'égalité et de responsabilité démocratique que quelqu'un comme Benjamin Franklin pouvait représenter. Et vous avez cette idée que la communauté noire est en proie à la fois au lynchage légal, hein, ce qui va être le cas bien sûr de Willie McGee, et puis au lynchage, hein, puisque on sait que en particulier dans le Sud, ce n'est pas vrai à New York, mais dans le Sud, parce que là, ça se passe évidemment à New York, hein, dans le Sud, vous avez malheureusement un certain nombre d'hommes noirs qui, accusés d'avoir regardé de façon insistante une femme blanche ou de s'être trop rapproché d'elle ou de l'avoir effleurée, étaient la victime d'agités manipulés probablement par le Ku Klux Klan qui se terminaient dans
dans ces lynchages, c'est-à-dire les hommes finissaient pendus aux branches des arbres. Et vous le savez, Billie Holiday reprendra un texte qui avait été écrit par un poète, là aussi d'origine russe juive, et elle en fera le texte d'une chanson absolument extraordinaire qui s'appelle Strange Fruit. Elle décrit ces corps d'Africains-Américains suspendus aux branches des arbres dans certains États du Sud comme d'évidence des fruits étranges. James Farmer, c'est un personnage très important dans l'agitation pour les Noirs. Il a fondé en 1942 ce qu'on appelle le CORE, le Congress of Racial Equality, et il est à l'origine de ces marches de la liberté à travers les États du Sud, qu'on appelait les Freedom Rides, en particulier celui de 1961. Quant à Harold Proust, que vous voyez ici, dans la position un peu du penseur mélancolique, évidemment, Farmer était beaucoup plus, semble-t-il, un homme d'action. Là, vous avez quelqu'un qui réfléchit et dont la pensée n'est pas sans l'incliner à la mélancolie. Harold Proust, vers 1950, c'est lui qui publiera en 1967 ce livre très important pour les intellectuels africains-américains, la crise de l'intellectuel nègre, Negro Intellectual. C'est elle, dans son atelier. On avait déjà vu la photo dans son ensemble, avec évidemment cette assez extraordinaire représentation d'un clown triste, avec derrière la présence de ce personnage blanc à l'œil pas assez inquiétant. Voilà. Alors, c'est un tableau qui est sans date. Il n'y a pas beaucoup de tableaux comme ça. Mais vous retrouvez la posture de la joue reposant sur le poignet fermé qu'on avait vu, sinon la main fermée, mais sinon le poignet fermé, au moins la main, chez Harold Close, et on retrouve ça chez ce clown triste que personnellement je trouve assez déchirant. Alors, du 22 mars au 1er août 2021, le Metropolitan avait réalisé une exposition qui s'appelait Alice Neal, les gens sont les plus importants, People Come First, et c'est cette exposition qui devait servir de base, qui aurait dû venir immédiatement après à Pompidou, et puis qui n'est pas venue, et qui a réapparu sous la forme de ce que nous pouvons voir en ce moment au Centre Pompidou, où il y a d'ailleurs, moi j'ai été étonné, énormément de monde, ce dont je suis personnellement très heureux, parce qu'encore une fois, je ne connaissais pas Alice Neal, et j'ai quand même été extrêmement touché par plusieurs aspects de sa création. L'engagement politique n'est visiblement pas quelque chose de mondain ou une vraie conviction, et elle a rencontré, elle a respecté, elle a été respectée puisqu'ils ont bien voulu poser pour elle par des gens qui, quand on s'intéresse un peu à l'agitation du radicalisme politique américain de la première moitié du XXe siècle, tous les gens un peu importants ont été là pour elle, quand elle, ou en tout cas n'ont pas hésité à lui demander de faire leur portrait. Alors ici, vous devinez qu'on est passé à une autre forme, et évidemment, de radicalisation d'un combat. Il s'agit de la cause évidemment homosexuelle, de la cause gay. Jeffrey Hendricks était un grand chantre, enfin quelqu'un qui est intervenu très 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 souvent pour évidemment le regard, la réouverture d'un regard sur l'homosexualité masculine et sur la cause gay, et il est représenté ici avec son partenaire de l'époque qui s'appelait Brian. Elle est très, 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 elle est très tentée par le nu, y compris par des autoportraits nus, puisque ici, en 1980, dans ce fauteuil aux rayures assez étonnantes, blanches et bleues, elle se représente, les seins un peu tombants, le ventre un peu, dans un âge dont il semble bien que le pinceau qu'elle tient à la main et puis le chiffon qu'elle a pour préciser sa touche ou la diluer un peu, etc., montre que la nudité, c'est l'état dans lequel elle va peindre. Elle peint dans une certaine nudité d'elle-même, une certaine nudité des autres. Elle ne s'embarrasse pas comment dirais-je, de maniérisme technique, et elle va à la nudité des autres avec sa nudité à elle.
Et donc, elle va représenter des gens qui sont là aussi des gens qu'elle connaît, qu'elle aime, qui sont des romancières comme Margaret Evans ici, dont elle défait en quelque sorte le statut d'intellectuel et d'artiste en la représentant enceinte, avec un très joli travail sur le visage, évidemment, et puis le profil qui apparaît derrière. Hein, voilà. Et puis Claudia Bach, qui est aussi une actrice assez connue, qu'elle représente à nouveau nue et enceinte, c'est-à-dire, et c'est une représentation sans concession, sans joliesse. Hein, je crois qu'il faut, c'est vraiment quelqu'un qui veut représenter une présence qui n'a rien d'artificiel, qui peut ne pas séduire immédiatement, mais qui a néanmoins une force que moi je trouve assez parlante. Benny et Mary-Ellen Andrews, c'est évidemment c'est un couple d'agitateurs pour la cause, pour la continuation du progrès de la cause africaine-américaine. Elle, lui, tous les deux, c'est un travail qui est très discret, en même temps assez complexe, en particulier dans la chevelure ici, et puis dans les zones d'ombre sur le visage, mais ça reste très, très discret et ça n'attire pas l'attention sur soi. Hein, encore une fois, on ne met pas entre ce qui est regardé et celle qui regarde la sophistication d'un appareil technique qui serait trop apparent et qui deviendrait le sujet finalement du regard. Il ne faut pas que le regard soit empêché par la technique et par la contemplation de la technique d'arriver jusqu'à la présence. Hein, voilà. Kate Millett, grande agitatrice évidemment pour le mouvement féministe. Frank O'Hara, très élégant poète américain des années 60. Et je trouve que là aussi, ce profil à la fois très, très, très présent et sans aucune lourdeur, hein, une finesse de trait, une élégance de trait remarquable. Elle rend admirablement compte. Et puis au contraire, ici, bien sûr, Allen Ginsberg, le grand poète de la génération Beat, dont le chef-d'œuvre, la série de poèmes qu'il a rassemblés sous le titre Howl, Hurlement, de 1956. Elle fait le portrait 10 ans plus tard. Je n'arrive pas à me décider pour savoir s'il est en train de hurler ou non. J'ai bien l'impression qu'on voit deux des dents qui apparaissent sous la moustache et que la lèvre inférieure est plus basse. Et est-ce qu'il est en train de hurler, comme l'indique le titre de son poème ou de son recueil le plus fameux? Ça n'est effectivement pas impossible du tout. Et là, voilà, elle a tourné dans un film avec Allen Ginsberg, que vous voyez au centre, et Peter Orlovsky, en 1959. Donc, c'est quelqu'un dont la simplicité de technique ne rebute pas, en tout cas, les élites les plus sophistiquées, soit dans le domaine politique et même économique, soit dans le domaine artistique et culturel. Et en même temps, elle est capable de s'intéresser à des gens, des anonymes de la rue, qu'elle va tirer de l'anonymat par la qualité de son regard et par le fait qu'elle va les mettre sur les tableaux. Que ce soit ces deux garçons d'origine dominicaine sur la 108e rue en 1955, ou ces deux filles dans Spanish Harlem qui étaient devenues donc son quartier, hein, avec, je trouve, de la part avec chez Neil une sorte de volonté de donner à voir une vulnérabilité, une fragilité. Ils sont méditatifs, mélancoliques. Ils ont la posture que Ripa, dans son Iconologia, recommandait pour la mélancolie. Et ce sont à peine des adolescents. Et alors, il y a ce garçon d'origine hispanique, Georges Arcy, qu'elle a rencontré dans Spanish Harlem et qu'elle a suivi dans le portrait. Là, le petit monsieur de 1953,
Et ça, c'est le dessin préparatoire ou un dessin préparatoire pour le portrait que vous avez vu en mode paysage ici. Voilà. Et puis, elle le suit en 1955, en 1959, effectivement, où on sent bien qu'on est passé à un adulte qui n'est plus tant mélancolique que questionnant. J'aime beaucoup le détail là. Et puis, si on revient à 1955, si vous êtes un garçon à Spanish Harlem, il peut y avoir un problème de violence. Et elle ne vous dissimule pas que la violence n'est pas loin et qu'elle pourrait devenir assez agressive et destructrice. Hein, voilà, bien sûr. Voilà, des femmes. Beau portrait, je trouve, de cette femme noire avec l'enfant. C'est très, très... Enfin, et puis là aussi, toujours cet art de la réserve, c'est-à-dire qu'elle ne remplit pas toute la toile. Le personnage semble apparaître et le décor se défait parce que ce qui compte, c'est la présence, le côté un peu risqué, un peu fragile et en même temps très, très enraciné dans le réel et très, voilà, de la présence. On peut passer du monde africain-américain au monde indien, hein, qu'on voit ici avec la mère et l'enfant et le sari. Et puis cette jeune femme en 1966 que des spécialistes d'Alice Neal ont réussi à retrouver plus tard et qui avait donc posé pour elle. Et puis peut-être ce qui restera, enfin ce qui est extrêmement émouvant, qui n'est malheureusement pas l'exposition, mais je l'ai présenté là, c'est une série de 4 tableaux qu'elle a fait de sa mère, dans la maladie ultime de sa mère, et Alice Neal a accompagné sa mère dans cette maladie. Elle a réalisé 4 tableaux. J'ai pris celui-ci que je trouve très émouvant, surtout quand on le compare à la manière dont elle décrivait sa mère en 1930. Alors, voilà, elle vous dit, oui, bien sûr, il y a l'abstraction lyrique, il y a l'abstraction gestuelle, il y a l'abstraction métaphysique, il y a bon, toute cette peinture du geste qui semble sacraliser le geste plutôt que ce à quoi le geste pourrait aboutir. Le geste devient à lui tout seul sa propre justification. Il n'a pas à se légitimer en s'appliquant à faire apparaître une présence, que cette présence soit humaine, animale, objet. Le geste à lui tout seul, alors même si ce geste traduit une réaction intérieure, donne à voir une réaction intérieure face au monde. Mais voilà. Et là, vous avez, j'aime beaucoup ce portrait de la petite fille décalée sur la droite. C'est la fille d'un très, très grand critique d'art qui s'appelait Clement Greenberg, qui lui, au contraire, a été le grand défenseur de l'expressionnisme abstrait de l'école de New York. C'est assez étonnant de voir comment Greenberg demande, lui qui est l'homme, encore une fois, de la mise en mots du travail de Pollock, de Roscoe, de Barnett Newman, de tout ce que vous voudrez. Bon, c'est Alice Neal qu'il choisit pour faire le portrait de sa fille. Enfin, en tout cas, il consent à ce que voilà. Et je trouve ce portrait, la non-centralité de la position et le fait qu'elle n'est pas vraiment assise, elle n'est pas vraiment debout. Hein, cet entre-deux de l'espace et cet entre-deux de la posture m'intéresse beaucoup. Enfin, je trouve ça très touchant. Et puis, encore une fois, j'avoue que je suis très, très ému par ce tableau-là. Qui, je trouve, là aussi, hein, c'est vraiment cette idée qu'elle, femme peintre, elle veille, elle accompagne. La peinture devient un accompagnement jusqu'à cet endroit où on sait qu'on ne pourra plus accompagner et que la personne qui nous quitte entrera dans un chemin qui n'appartient qu'à elle. Mais tant qu'il est possible de l'accompagner, le regard qui n'est jamais un regard cruel alors qu'on a eu chez elle des regards un peu ironiques, voilà, mais là, le regard est un regard de respect, d'accompagnement et de présence. Voilà. Donc, nous parlerons la prochaine fois de Sickert. Et encore une fois, je vous le dis, moi, je ne connaissais pas Alice Neal, hein, bien sûr. Encore une fois, mon horizon avait été, qui n'est pas très large, avait été bloqué par les avant-gardes et par, voilà, peut-être à cause, parce que j'avais lu Greenberg, nous avons vu la petite fille à l'instant, mais j'ai été très,
saisi et ému par l'exposition et je ne saurais trop vous la recommander. Et je crois que c'est un peu le but de ces moments, une œuvre, c'est de peut-être vous donner envie d'aller voir des choses auxquelles vous n'aviez pas peut-être pensé ou parce que c'est vrai que l'exposition, comme toutes ces expositions qui ont appartenu à des calendriers autres et puis que l'on reprend maintenant, leur publicité n'est pas toujours extrêmement perceptible et visible. Voilà. Très bonne soirée à ceux qui sont là en direct. Très bon moment, j'espère, à ceux qui regarderont plus tard. Et nous nous retrouvons donc pour Walter Richard Sickert le 19 décembre en direct.